Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes pour un sommaire sapé et retraité. Nos premiers invités, l'acteur photographe Vincent Perez et le président de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes de Paris, le roi de la sape. Un yaya, comme on dit en lingala, Chardel Matsanga. Nous parlerons avec eux de l'exposition photographique Les Parisiens, ces Parisiens sont des Africains et vice-versa quand politique et dandisme se rejoignent. L'actualité, c'est la question cruciale des retraites dans les programmes des candidats à la présidentielle. Les différences sont notables. Retraite à 60 ans chez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, à 65 ans chez François Fillon, création d'un système universel et convergence des régimes spéciaux chez M. Macron. Faut-il réformer le système français? Nous en débattrons. Et dans la troisième partie de l'émission, messieurs Mauduit et De Quiver évoqueront la fièvre indépendantiste des Écossais et la fièvre francophone à l'approche de l'Eurovision. Mais d'abord, on se retrouve après l'empreinte digitale de Perez et Matsanga, réalisée par Marc-Antoine de Porrette. En tapant votre nom sur Internet, on découvre vincentperez.com, un site en anglais qui semble dater des débuts du web. Dans votre biographie, on apprend que vous êtes né à Lausanne, en Suisse, il y a 52 ans, d'un père espagnol et d'une mère allemande. Enfant pour tromper l'ennui, dans le canton de Vaud, vous dessinez. La vocation de peintre s'esquisse. À 13 ans, vous remportez un concours de dessin et rencontrez le peintre Pierre Gissling. C'est lui qui vous met pour la première fois un appareil photo dans les mains. C'est aussi naturellement lui votre premier portrait. Mais votre passion pour le cinéma sera la plus forte. En 1986, vous jouez Armand dans Gardien de la nuit de Jean-Pierre Limousin. Enchaîné avec Hôtel de France, réalisé par votre maître, Patrice Chéreau, Indochine de Régis Varnier et bien sûr Fanfan d'Alexandre Jardin. Vous êtes depuis passé derrière la caméra. Votre dernier long métrage, Seul dans Berlin, est sorti en novembre dernier. Je suis complètement décomplexé. En 2008, alors que vous triez des négatifs, vous replongez dans la photographie. Le solitaire que vous êtes pénètre à nouveau la solitude des autres. On baisse les armes, et puis on apprend à se connaître, on dévoile nos peurs, nos incertitudes, et puis nos attentes. Rapide, léger, spontané, vos clichés s'exposent aujourd'hui à la Maison européenne de la photographie, un travail autour du thème de l'identité. Les Russes et leur fatalisme joyeux que vous avez immortalisé en vous remémorant cette phrase de l'idiot de Fedor Dostoïevski. Le cœur des Russes est aussi vaste que la Russie. Dans la série des Parisiens, on vous retrouve Chardel Matsanga, sapé comme jamais. Président de l'association des sapeurs, la Société des ambianceurs et personnes élégantes, mouvement popularisé dans les années 60 au Congo-Brazzaville. Des témoignages colorés, des revendications stoïques, des invisibles devenus visibles étalés sur les murs que l'on peut aussi retrouver sur votre compte Instagram, aux côtés d'autres personnages hauts en couleur. Vincent Perez, qu'éprouvez-vous à saisir l'instant ? Bonsoir Nadia, bonsoir Thomas Legrand. Oui, on se sent un peu rustique. On se sent un peu rustique face au président Chardel Matsanga. Bonsoir. Bonsoir. On est très impressionnés de vous recevoir, ainsi que Vincent Perez qui vous a exalté dans un de ses portraits. Bonsoir Vincent Perez. Bonsoir. Une exposition, une consécration à la Maison européenne de la photographie, Les Parisiens. Qu'est-ce qui vous a poussé à saisir l'instant? Qu'est-ce qui vous pousse encore à chercher cet instant décisif, comme disait l'autre? J'ai peut-être à fixer une mémoire à la... c'est comme le petit pousset qui pose des pierres comme ça pour se souvenir, je sais pas, me former une sorte de mémoire sur les années de ma vie, les expériences que je vis, partager mes rencontres en fait. Ouais. En fait surtout cristalliser des rencontres en fait, c'est ça qui me plaît. Les rencontres avec les sapeurs, dont nous avons le président ici présent avec nous. Comment vous êtes retrouvé à Château-Rouge, un quartier parisien dans lequel il y a une rue, la rue de Padama, dans laquelle il y a une boutique qui appartient à Jocelyn Bachelor, qui est celui qui vêt les sapeurs. Comment ça s'est passé? En fait, je travaillais sur un sujet autour de la sape et il a fallu que je fasse un peu de recherche. Un sujet pour un projet de série qui ne s'est pas fait finalement. J'ai rencontré par hasard Karim Diallo, mon sésame, celui qui m'a ouvert à les portes, qui m'a fait rencontrer le Bachelor. Nous sommes allés lui rendre visite donc rue du Panama. Et là j'ai vu cette boutique, j'ai rencontré l'homme et puis je me suis tout de suite senti bien à l'aise. J'étais heureux d'être là et puis je découvrais un Paris que je ne connaissais pas. Je découvrais aussi les Congolais de Paris. Je découvrais les Parisiens, ces Parisiens de Paris et je me sentais très bien dans cette rue. Je trouvais qu'il y avait une ambiance formidable. Et voilà, petit à petit, les images ont commencé à se faire. Il n'y a pas plus photogénique qu'un sapeur en plus.
Il n'y a pas seulement, pas seulement les sapeurs, en fait, c'est parti des sapeurs, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi la vie du quartier, en fait. Les gens que j'ai pu côtoyer, rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, voir les difficultés des uns, et puis la manière dont ils vivent ensemble dans ce quartier. C'est un village reconstitué, un bout d'Afrique, comme ça, dans lequel je me sentais très... Alors, reconstituer un bout du Congo-Brazza, vous êtes né au Congo-Brazza, Chardel Matsanga, vous êtes président de la SAP. La SAP, c'est quoi? C'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes? Moi, je dirais plus que, en fait, on est des professionnels, Société des ambianceurs et des personnes. C'est l'acronyme, c'est comme ça que... On est des artistes de l'habillement, des professionnels de l'habillement, en fait. D'accord. Mais est-ce qu'au-delà d'être donc des dandys, des esthètes, est-ce qu'il y a une dimension politique dans le sens où vous revendiquez une véritable visibilité, là où peut-être certains préféraient que vous soyez invisible? Alors, vous voyez, c'est-à-dire que je suis issu d'un pays où... en fait, il y a même 2 mois, je suis reparti parce que j'avais perdu mon frère et tout. Donc, quand je repars au Congo, parce que ça fait longtemps que je suis en France, en fait. Et donc, c'est 25 ans. Donc, la dernière fois, ça faisait 25 ans que je n'étais pas parti. 25 ans à peu près, quand même. C'est un quart de siècle, c'est quand même une heure et tout. Et donc, je vais trouver une population pratiquement laissée à l'abandon, quoi. Et moi, j'ai un concept qui parle. Parce qu'au Congo-Brazzaville, le concept de la SAP ne laisse personne indifférent, quoi. C'est pour ça que je me suis dit que, fort de la notoriété que nous avons acquis, grâce à l'exercice de ce qui est devenu un métier, en fait, à la base, c'était une passion, mais c'est un métier maintenant, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser vraiment ces jeunes en marche comme ça, quoi. Il faudrait qu'il y ait... Un parti politique de la SAP? Tout à fait, moi, c'est pour ça que je me suis dit que... Le parti de la SAP. Il faut bien prendre en charge ces jeunes. Le problème des partis politiques, c'est que c'est plus les électeurs. Or là, nous avons déjà des électeurs. J'ai déjà des gens qui sont derrière moi. C'est ça, des électeurs potentiels. Des électeurs potentiels. Donc, éventuellement, il faudrait qu'on prenne en charge, ou bien... il faut que cette jeunesse se prenne vraiment en charge, sincèrement, parce que trop longtemps, elle a été délaissée. Donc, nous avons un concept mobilisateur. La SAP, c'est un concept qui fédère et tout. Et c'est quoi le message de la SAP? En fait, c'est un fourre-tout, si vous voulez. Ça commence mal. Nous, on est un peu partout. On est à la télé, on est à la publicité. C'est être vu. Voilà, à la base, c'est ça. On existe. Mais voilà, exister. La visibilité, être soi-même, la plénitude, se revendiquer tel qu'on est? C'est plus une question d'apparence. On a acquis, je vous disais, qu'une certaine notoriété. Aujourd'hui, on ne laisse personne indifférent. Donc, autant mettre cette notoriété... capitaliser. Voilà, capitaliser, mettre cette notoriété au service du peuple congolais, qui souffre. Vincent Pérez, qu'est-ce qui vous obsède dans l'identité? Parce que l'exposition est intitulée Identité. Il y a les Parisiens, les Russes. On va en parler avec Nadia. Mais qu'est-ce qui vous travaille? Un parcours de ma vie, en fait. Ma mère étant allemande, mon père espagnol. Je suis né en Suisse, je suis venu en France. J'ai pas mal voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Et donc, mon identité culturelle est très floue, en fait. C'est pas évident de me mettre dans une case, comme on aime bien mettre les gens dans des cases. Il a fallu que je fasse un gros travail sur moi-même. C'est pour ça que j'ai fait ce film, Seul dans Berlin, qui m'a permis de mettre l'histoire de ma famille, mon passé derrière moi, alors qu'avant il était plutôt devant moi. Et maintenant, voilà, c'est comme si l'horizon s'était dégagé et que je pouvais enfin avancer, délesté, je dirais, de pas mal de questions que je me posais sur mes origines. Donc, d'où la naissance de cette exposition qui va vers l'avant. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer dans mon travail de photo, j'ai fait beaucoup de noir et blanc, et là, tout d'un coup, explosion en une sorte de feu d'artifice de couleurs. Et voilà, c'est comme si c'était le début d'un nouveau cycle. Donc je suis allé vers des identités fortes, parce que quand on a un problème d'identité, on a une tendance à aller vers des identités fortes pour s'identifier. L'identité, c'est devenu une question politique maintenant. C'est devenu une question politique. D'angoisse identitaire. Moi, c'est une question intime. Moi, c'était plutôt une question profondément intime. Donc, voilà. Une interrogation identitaire. Ce qui était intéressant, c'est que quand je faisais des portraits, là, à la rue du Panama, ce que je disais, je ne volais pas les photos. J'allais voir donc les sujets, je leur disais, on n'avait pas rendez-vous, je leur disais, voilà, je fais une exposition sur les Parisiens. Vous êtes des Parisiens, est-ce que vous êtes d'accord de faire un portrait avec moi? Et la plupart du temps, ils étaient très heureux et même flattés d'être vus comme des Parisiens et d'être dignes d'être sur les murs d'un musée. Ce sont des Parisiens, voilà. Bien sûr. Nadia, et les Russes? Oui. Et les Russes. Parce qu'il y a les Russes aussi à la MEP. Oui, c'est vrai. Autre partie de votre boulot. Et dédié aux Russes. Il y a un livre en préparation également avec une publication qui est prévue pour le mois d'octobre. Et la Russie, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous connaissez bien le peuple, vous connaissez bien le cinéma. Et il n'y a pas très longtemps, vous en êtes pris à la perception
l'éducation du peuple russe par les Français. Vous avez dit l'image des Russes ici en France est totalement fausse. Quels sont ces clichés que vous espérez peut-être déconstruire avec ces photos et ces portraits? Là, j'allais dire slave, non, parce qu'il y a plus d'une centaine d'ethnies en Russie, donc il n'y a pas que les Slaves. Mais je dirais à travers le livre, et pas forcément à travers l'exposition, parce que dans l'exposition... Le futur livre, donc Slaves, je dirais que, voilà, montrer la Russie que je connais, celle qui me touche, celle qui me bouleverse, pas seulement celle des romans de Dostoïevski ou des livres de Tchekhov, celle d'aujourd'hui, celle de l'après-perestroïka, cette Russie qu'on ne connaît pas, parce qu'aujourd'hui, les clichés, c'est quoi? Oui. Les femmes russes sont des putes à hauts talons, c'est Poutine, c'est des oligarques, et puis voilà, et puis c'est tout. Enfin, on s'arrête. Quand je dis que je vais en Russie, on me regarde avec des yeux brillants en me disant « Ah, tu vas voir les putes. Oh, ». Non, mais c'est vrai. Peut bien dire un non, mais c'est vrai. Et ça me choque, et ça m'énerve, et je trouve ça hallucinant, alors que c'est un continent, c'est un 5e de la planète. Pour traverser la Russie, c'est 8000, 9000 km. C'est vraiment... Il y a plusieurs identités. Voilà. Vincent Pérez s'enflamme à propos de la Russie. Ouais, parce que j'arrive de Russie. Il y a des sapeurs. Est-ce que vous savez s'il y a des sapeurs à Moscou? Non, mais est-ce qu'il y a il pourrait y avoir un petit noyau de sapeurs à Moscou? Ah, si, mais oui, il y a des Congolais là-bas, si. Et ben voilà. Ah, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Et partout où il y a des Congolais, il y a des sapeurs. Nécessairement, bien sûr. Et bientôt un parti. Merci infiniment, Chardel Matsanga, président de la SAP parisienne, et Vincent Pérez, qui exaltait ces Parisiens de Château Rouge et d'ailleurs dans cette exposition jusqu'à fin avril à la Maison européenne de la photo. Et ce livre absolument splendide dans un tissu de brocart qui rappelle la veste de Jocelyn Le Bachelor qui habille les sapeurs de Paris. Voilà. Et ça, on peut l'acheter. Et vous pouvez, et moi aussi, et pas Nadia, couleur de la sable. On va se rhabiller. Et place au débat sur la réforme des retraites. Faut-il toucher à l'âge du départ à la retraite? Faut-il aligner le privé et le public? Faut-il instaurer un système de retraite à points? Et d'ailleurs, faut-il réformer notre système? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Est-ce qu'on est bien ici? Oui, j'aurais dû emporter la canne à pêche. La retraite, c'est une seconde jeunesse. La retraite, une seconde jeunesse. Sauf que ça, c'était avant. Car l'âge du départ à la retraite a reculé de 60 à 62 ans et peut-être encore plus à l'avenir. Les candidats à la présidentielle sont divisés sur cette question. François Fillon est le plus radical. Je veux revaloriser les petites retraites. Cela ne sera rendu possible que par l'augmentation progressive de l'âge de la retraite à 65 ans. Un départ à 65 ans pour le candidat des Républicains. Statu quo à 62 ans pour Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Retour à 60 ans pour les deux autres principaux candidats. Au-delà même de l'âge, des lignes de fracture se dessinent. Pour enflouer les caisses d'un régime déficitaire, le candidat d'En Marche prône lui la méthode suédoise. Un système universel de retraite qui remplacerait le maquis des 37 régimes existants. Progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent, où chaque euro cotisé donne lieu aux mêmes droits. Refonte des régimes spéciaux, alignement du public sur le privé, à chacun sa recette. Benoît Hamon mise sur la continuité d'une réforme qui facilite le départ en retraite anticipée. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen souhaitent convaincre à coup de soustraction. Je pense que c'est une injustice qui est faite aux Français que de leur demander de travailler de plus en plus longtemps alors même que le chômage des seniors augmente de manière spectaculaire. Alors faut-il allonger ou écourter la vie professionnelle? Je suis dans l'import-export, ça marche très très fort. Pour sauver les retraites, les seniors sont-ils condamnés à travailler toujours plus? On va voir... bonjour. On va voir ça avec vous, Christophe Rameau. Vous êtes économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous faites partie des économistes atterrés et vous avez signé avec 137 de vos petits camarades économistes un collectif qui s'appelle Sortir de l'impasse et qui a été publié récemment chez Les Liens qui libèrent. C'est bien ça? Tout à fait. Quant à notre sujet, vous considérez qu'il faut réformer le système de retraite pour l'améliorer, améliorer les retraites qui sont trop basses. Vous estimez qu'il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de retraite inférieure à moins de 85% du SMIC, c'est-à-dire plus de retraite qui serait sous 900 € net par mois. C'est bien ça?
Oui, enfin, on peut même aller au-delà, mais c'était un objectif. Mais c'est un minima, c'est ça. Un objectif qui avait été retenu par les gouvernements et qui a été abandonné. Absolument, et vous tenez à ce que cet objectif soit rempli. À côté de vous, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation l'IFRAP. Votre livre « Ce que doit faire le prochain président » est paru en janvier dernier chez Albin Michel. Vous estimez que notre système de retraite coûte trop cher en fusionnant les régimes et en fixant l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Comme un certain François F., vous considérez qu'on pourrait faire des milliards d'économies. Et enfin, Mathieu Plane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur adjoint à l'OFCE. Vous trouvez que beaucoup de réformes ont déjà été faites. Notre système tel qu'il est actuellement conçu est soutenable, sustainable, comme on dit en anglais. Il faut consolider ce qui a été fait et non le perturber encore avec de nouvelles réformes qui pourraient chahuter, heurter l'économie. Voilà, Nadia, une question d'un de nos spectateurs, un jeune spectateur. Non ? Oui, un jeune téléspectateur et néanmoins confrère, un journaliste de France Culture, oui, qui pose cette question. L'espérance de vie ayant commencé à reculer, ne serait-il pas plus logique d'avancer l'âge de départ à la retraite ? Mathieu Plane, l'espérance de vie en bonne santé recule, on vit plus longtemps mais en moins bonne santé. Est-ce que ce ne serait pas plus logique effectivement d'arrêter de travailler plus tôt ? Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe sur les tendances un peu plus longues. C'est-à-dire qu'on a quand même une augmentation de l'espérance de vie. Certes, il y a un ralentissement dans l'augmentation de l'espérance de vie, mais l'espérance de vie continue à augmenter. Je parlais de la bonne santé en particulier. Oui, alors la question de la bonne santé, du coup, pose aussi une autre question, c'est est-ce qu'on doit avoir les mêmes régimes selon les professions ? On voit pénibles ou non ? Des travaux qui sont plus pénibles que d'autres. Donc cette question est assez légitime, mais c'est vrai que la soutenabilité, notamment des régimes de retraite, dépend beaucoup du choc démographique. On a à la fois les fameux baby-boomers qui partent à la retraite, plus le fait qu'on augmente l'espérance de vie. Ouais. Et donc, comme on est dans un système de retraite par répartition, les actifs cotisent pour ceux qui sont en retraite, donc il faut bien le gérer. Donc il faut soit augmenter la durée de cotisation, ce qui est fait, on va arriver à 43 ans. Je rappelle qu'en 93, on était à 37 ans et demi, donc il y a des choses qui ont été faites, avec un âge légal à 62 ans. Donc en fait, les réformes passées continuent à produire leurs effets. C'est des réformes structurelles sur le temps long. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite réagir à des crises économiques ou à des, on va dire, des déséquilibres financiers qui sont peut-être conjoncturels en répondant à des chocs structurels. Justement, ça nous envoie à votre chiffre du jour. 5 réformes de retraite depuis 1993, chacun y a été de sa petite réforme. Ça part d'Édouard Balladur qui veut allonger la durée de cotisation, puis on a allongé aussi, on a repoussé un peu l'âge légal de la retraite. Chacun y a été. Donc Balladur, Fillon, Bertrand sur les régimes spéciaux. Ça n'a pas réformé grand-chose en réalité. 5 réformes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le courage de faire la grande réforme ou est-ce que c'est normal, il faut faire des réformes tous les 3 ou 4 ans puisque les situations évoluent, Agnès Verdier-Molinier? On l'a vu à l'instant, l'espérance de vie s'allonge. On a de moins en moins de jeunes qui financent de plus en plus de retraités. À un moment, ça ne peut pas être financé tout le temps sur le poids des cotisations sur le travail. Et on est en France avec un système de retraite qui est parmi les plus chers par rapport aux pays comparables. On est à 14 points de notre PIB, de toute notre richesse nationale, consacrée aux retraites. Aujourd'hui, on est à 300 milliards de dépenses. Et si on veut, à un moment, faire baisser la pression sur le travail, il va falloir aussi revoir ce système de retraite. Alors, il y a plusieurs pistes. Il faut donc une grande réforme et non pas plusieurs réformes tous les 3 ou 4 ans. Oui, et puis il faut de la perspective. C'est-à-dire que ce qu'ont fait notamment les Allemands ou ce qu'ont fait les Suédois, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont repoussé l'âge de départ. Par exemple, les Allemands, ils seront à 67 ans en 2029, mais ils le savent depuis longtemps. C'est quelque chose qu'ils ont entériné et qui est tout à fait calculé en fonction justement de l'espérance de vie. Alors nous, on n'a pas voulu le faire de manière importante en une seule fois, donc on est dans l'impression des petits pas. C'est pas bon pour les Français parce qu'ils ont l'impression qu'on est toujours en train de remettre le sujet sur la table. Et en plus, on n'ose jamais justement intervenir sur la totalité des régimes. Donc ça, il va falloir le faire. Et je pense que c'est bien. Je crois que les Français sont prêts sur ces questions des régimes de retraite, de la réforme structurelle. Maintenant, il faut avoir le courage de le faire. Et ce que je vois dans ce que proposent les candidats, c'est souvent qu'ils sont quand même très très prudents. Quand Marine Le Pen dit « je vais revenir à la retraite à 60 ans », attendez, Agnès Verdier-Molinier, moi je voudrais bien avoir le sentiment de votre voisin. Ça va nous faire des dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros. C'est considérable. On n'a pas les moyens de le faire. Donc ça, c'est vraiment non finançable. Christophe Rabault. Alors d'abord, pour situer en perspective, parce qu'on appréhende toujours les retraites parlant qu'il y a des déficits, etc. Non, ce qu'il faut d'abord faire, de mon point de vue, c'est se féliciter du fait qu'en France, on a un des plus beaux systèmes de retraite. La France, on est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles.
On dit même que les revenus des retraités est supérieur aux revenus des actifs. Eh bien, c'est faux, monsieur. C'est faux parce que le revenu des retraités, il est légèrement supérieur à la moyenne de la population. Mais dans la population, il y a les enfants qui sont à 80% du revenu moyen. Donc, les retraités sont à 106. Les actifs, je vous rassure, sont au-dessus. Donc, on comptabilise notamment les enfants dans lesquels il y a beaucoup de pauvreté. Donc, je reviens sur ce que je disais. Là, on a un merveilleux système de retraite. Et donc, comment on est arrivé à ce merveilleux système de retraite? Alors, comment on y est arrivé? En fait, ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est que chaque année, il y a un peu de croissance. Alors, même quand elle est piteuse comme aujourd'hui, malgré tout, il y en a un peu. Donc, le COR, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites, fait des projections à l'horizon 2060, puis bientôt 2070, où il retient des hypothèse basse piteuse 1%, hypothèse haute de 2%. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'à l'horizon 2030, 2050, 2060, il n'y a pas de problème pour financer nos retraites. Il n'y a absolument pas de problème. Il n'y a pas de problème si, du moins, on accepte de continuer demain ce qu'on a fait hier dans la bonne humeur, c'est-à-dire cotiser dans la bonne humeur. Partir d'un principe tout simple. Payer très cher, en gros. Merci, vous avez beaucoup parlé, donc vous allez me laisser intervenir. Payer le plus cher possible. Vous allez me laisser intervenir, si vous permettez. Merci beaucoup. Oui, et après, on verra ce qu'on pense, Mathieu. Donc, on a un gâteau qui augmente avec la croissance. La question qui se pose, on a plus de retraités pour des raisons démographiques qui ont été évoquées. Le choix qu'il faut faire, il est tout simple, c'est consacrer une plus grande part de la richesse créée pour faire vivre dignement nos retraités. C'est très bien de faire ainsi. Et ça n'empêche pas les actifs d'avoir un niveau de vie qui progresse. Il n'y a absolument aucun problème. Ce qu'on a fait depuis 30 ans, depuis 40 ans, c'est qu'on a eu de la croissance, plus ou moins soutenue, et donc le gâteau a augmenté, et on a décidé, sans même toucher au profit, on ne touche même pas au profit, on est cool, sans même toucher au profit, eh bien sur la masse salariale, il y en a une part qui va aux retraités, et alors, ce qu'on peut reprocher aux réformes libérales, y compris aux projections sur laquelle se base le corps, il n'y est pour rien le corps, il se base sur la législation existante, c'est que ce qu'on prévoit d'ici 2060-2070, c'est qu'il y aura plus de retraités, pour des raisons démographiques, indépendamment de l'âge de la retraite. Il y aura plus de retraités. Le baby vous savez ce que prévoit aujourd'hui la législation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est à 14% du PIB pour la retraite. Et bien, on prévoit qu'à l'horizon 2050-60, on sera toujours à 14%, alors qu'il y aura beaucoup plus de retraités, voire même légèrement moins. C'est-à-dire qu'on va cesser... Quand on aura passé le cap des baby-boomers. On va cesser... Non, à cause des réformes libérales. Christophe Rameau. Eh bien, en fait, à cause des réformes libérales qui ont été très brutales, contrairement à ce qui était dit. Christophe Rameau. L'OCDE est d'accord pour dire que la France est l'un des pays au monde où les réformes ont été les plus brutales. Sauf que ce que vous dites pas, c'est que le Royaume-Uni est à 12%. Attendez, vous n'êtes pas juste tous les deux à débattre. Le Royaume-Uni, il y a plein de financiarisation et les retraités... La Belgique à 12, la Suède à 12. Mais le Royaume-Uni, je vous assure, vous citez un mauvais exemple. Avec la crise de 2008, osez citer le Royaume-Uni, où les retraités qui vivent avec de la finance, avec des fonds de pension, vu leur niveau de vie chuter, c'est pas joli. Oublions le Royaume-Uni. Je voudrais juste poser une question à Mathieu Plane à propos d'une corrélation entre le chômage des seniors et l'allongement des cotisations, ou en tout cas les départs à la retraite qui se feraient plus tardivement. Est-ce que c'est corrélé ? Alors oui, d'abord, il y a des études qui ont documenté ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si vous créez un choc assez rapide de recul de l'âge légal, effectivement, vous avez, en fait, les seniors doivent rester plus longtemps en activité. Si l'économie en face ne répond pas par une croissance supérieure et plus de création d'emplois, vous avez un problème, c'est que ces seniors, vous ne les gardez pas en emploi. Et donc, vous avez un effet de vase communicant, un choc brutal de recul de l'âge légal se traduit par, en tout cas à court moyen terme, par des chômeurs en plus. Il y a des travaux du Trésor, qui est quand même une illustration assez sérieuse là-dessus, qui montrent si on passe, en gros, sur un quinquennat de 62 ans à 64 ans et demi, sur le quinquennat, c'est à peu près 1 point de taux de chômage en plus. C'est-à-dire qu'on a 300 000 chômeurs supplémentaires. À très long terme, pour avoir des effets sur la croissance, qu'on appelle croissance potentielle, parce que vous avez plus d'actifs et qu'il faut faire face au vieillissement. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à un chômage de masse. Et que reculer l'âge légal dans une situation de croissance très molle et de chômage élevé, en fait, va se traduire surtout par beaucoup de chômage chez les seniors. Juste dernier point, sur les 14,3 points de PIB qui sont vrais, ça inclut quand même la dépendance, les pertes d'autonomie, et aussi les réversions, les pensions de réversion. Donc c'est pas juste... Voilà. Et dans les autres systèmes, effectivement, nous on a un système de répartition essentiellement public, effectivement les autres systèmes ont des fonds de pension privés, ce qui ne veut pas dire que les personnes ne cotisent pas, mais elles s'assurent auprès des fonds de pension. Voilà. Donc il faut voir aussi les cotisations comme du salaire différé, et c'est quand même une forme d'épargne forcée, donc il ne faut pas le voir juste comme un prélèvement obligatoire sans contrepartie. Merci Mathieu Plane. Thomas Legrand. Oui, alors il y a le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a une solution pour financer les retraites à 60 ans. C'est une solution mécanique. On l'écoute. Si vous décidez dorénavant de payer les femmes comme vous payez les hommes,
à qualification égale, alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mathieu Plane, ça a l'air logique. Oui, alors non, il y a quand même un certain nombre de points. C'est-à-dire que, clairement, moi je considère qu'aujourd'hui, effectivement, il faut regarder les travaux du Conseil d'orientation des retraites, qui font quand même référence là-dessus, qui sont sérieux. Effectivement, il y a un besoin de financement qu'on peut éradiquer à horizon de 2020, qui dépend du scénario de croissance. C'est pour ça que la croissance est essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une croissance à 0, on aura un vrai problème de financement de nos retraites. Si on a une croissance à 2%, effectivement, on aura des excédents. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des rendez-vous réguliers. Il faut voir que c'est quelque chose de structurel, parce qu'il y a des équilibres démographiques à traiter. Mais donc aujourd'hui, dans les conditions actuelles, on n'a pas du tout les moyens, pour moi, de revenir à un âge égal. Cette solution de, si on payait de façon égale les femmes et les hommes à profession unique, à qualification égale, pardon, est-ce que ça pourrait marcher? Christophe Rameau. Alors, ça générerait plus de cotisations. Alors d'abord, effectivement, il faut aller vers ça fait rire. Non, mais vers l'équité. Je veux dire, c'est une mesure d'équité. La baguette magique. Mais je veux dire, voilà, je pense qu'il faut voir la différence entre les mesures d'équité, c'est-à-dire le traitement égal pour le même travail, hommes et femmes doivent être payés de la même façon. Après, aller sur le terrain des retraites, je pense que c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que c'est quand même deux choses différentes. Effectivement, c'est aussi des cotisations supplémentaires pour les entreprises, il ne faut pas non plus le nier. Mais très clairement, le système dépend effectivement des salaires versés, qui dépend, eux, des cotisations qui vont financer ces pensions-là. Oui, un mot à rajouter. Quelques points à nouveau de méthode. Vous savez, on nous accable toujours sur le thème de la dépense publique, c'est 57% du PIB. Sous-entendu, il ne reste plus que 43% pour le privé, ce qui est complètement stupide. En fait, la dépense publique, c'est bien 57% du PIB, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il reste que 43% pour le privé. En fait, ce n'est pas une part du PIB. Et donc, dans la dépense publique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux volets. Il y a ce qui sert à payer le travail productif des fonctionnaires, c'est 350 milliards à peu près. Mais l'essentiel, on est en train d'en parler ce soir, ce sont des sommes qui sont prélevées, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages. Et ça finance pour les retraites, d'abord 300 milliards, la santé, etc. Et en fait, c'est pas des sommes qui sont... Elles sont remises dans l'économie. Et oui, qui plongent dans un trou. C'est qu'en fait, ça soutient énormément la dépense privée. De quoi souffrent nos entreprises aujourd'hui? Parce que je me soucie, je vous rassure, du sort de nos entreprises. De quoi souffrent nos entreprises? Eh bien, elles souffrent aujourd'hui d'un problème de débouché. Donc il faut à tout prix relancer la demande partout en Europe. Tous les économistes sont d'accord là-dessus. Il faut relancer la demande. L'un des moyens qu'on a pour relancer la demande, aujourd'hui, c'est bien entendu les investissements publics, mais c'est aussi les prestations sociales, par ailleurs, les salaires. Et tout ça serait bon pour l'économie. Alors, il faut faire ça de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la valoriser, par exemple, les petites retraites. Aujourd'hui, le taux de pauvreté chez les retraités, il est à 8% en France. Vous l'avez dit. D'accord? Non, mais il est plus faible que dans la population générale, on est à 14%. Mais c'est déjà trop élevé. Donc, il faut revaloriser d'abord les petites retraites. Vous êtes entendu. Nadia, est-ce que vous voulez bien revenir sur ce fameux modèle suédois, système suédois, comment l'a appelé Emmanuel Macron? C'est le modèle suédois qui fait rêver Emmanuel Macron. Alors, qui fait rêver la Fondation IFRAP aussi, je crois. C'est un système qui combine trois régimes, un régime de retraite par répartition, un par capitalisation et un par branche. Alors comme c'est un peu compliqué, pour bien comprendre, on va prendre l'exemple d'un salarié qu'on va appeler Lars. Tant pis pour les clichés, voilà. Donc chaque mois, Lars cotise à hauteur de 18,5% du salaire brut. 16% vont servir à financer le régime général. 2,5% qui restent vont alimenter directement son compte individuel, une sorte d'épargne privée. Et chaque année, il va recevoir une petite enveloppe orange dans sa boîte à lettres qui ressemble à ça, qui contient un courrier qui va lui dire combien il a mis de côté pour sa retraite. C'est une somme qui va être indexée sur l'évolution générale des salaires. En tout cas, c'est assez transparent, très lisible. À 61 ans, Lars peut partir à la retraite et cette fameuse somme épargnée va être divisée par le nombre d'années qui lui reste à vivre selon l'espérance de vie moyenne des Suédois. Et donc, on obtient le montant annuel de la pension mensuelle de Lars. Et comme souvent avec les modèles, il y a une part un peu moins réjouissante puisque cette réforme s'est faite au détriment du niveau de vie des retraités suédois. Les pensions ont baissé et aujourd'hui, la moitié des Suédois ont la retraite minimale. Ça vous fait toujours rêver, Agnès Verdier-Molinier? Alors, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, en creux, on repense à la proposition d'Emmanuel Macron qui nous dit « je vais faire un système par points à la suédoise ». Voilà. Oui. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est combien d'économies il va réaliser. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce qu'il nous dit « je vais faire 60 milliards d'euros d'économies », mais sur le premier poste, qui est celui des retraites, pourtant je vais faire une retraite systémique très importante, avec tout le monde le même régime, finalement, il nous dit à aucun moment, il ne nous dit combien d'économies il réalise. Mais
Je crois pas qu'il cherche à faire des économies. Non, mais oui, mais c'est quand même le sujet central. Parce qu'il ne fera pas 60 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques s'il ne fait pas d'économies sur les retraites. Ça, c'est évident. Non, mais c'est évident. Donc, le sujet aussi, il nous dit on va faire une retraite à la carte. Donc, en gros, celui qui écoute ça, il comprend qu'à l'âge où il souhaite partir à la retraite, quel que soit l'âge, il pourra partir. C'est pas ça. Franchement. Concluez, Agnès Vardy-Molinier, parce qu'il faut qu'on parle de l'alignement public-privé. C'est à la carte. Donc, quand vous écoutez ça, quand vous êtes un citoyen, vous dites à quel âge je pars finalement. C'est à la carte. Mais il ne nous dit pas que ce ne sera pas une retraite à taux plein. En fonction de l'âge, et vous l'avez dit vous-même, ce sera une retraite différente. Il dit surtout qu'il faut aligner le public et le privé. Oui, alors il dit qu'il faut aligner le public et le privé, mais il ne dit pas comment il le fait. Et s'il réalise en plusieurs étapes. Oui, mais plusieurs étapes qui ne sont pas du tout dénommées et expliquées. Et quand il nous dit qu'il ne fait pas d'économie, ça veut dire quoi? Arrêtez avec les économies, Agnès Vardy-Molinier. Revenons à l'alignement public-privé. Oui, mais l'alignement public-privé, nous on l'a calculé, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros d'économies par an, si vous alignez le public sur le privé. Si Emmanuel Macron ne le fait pas comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, on ne fait pas le travail qui est celui de revoir le déficit, par exemple, des retraites des agents de l'État, qui est de 8 milliards d'euros par an, dont on ne parle jamais, est-ce qu'il faut aligner et qui est le sujet fondamental des retraites sur la question publique-privé. D'abord, sur public-privé, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux idées reçues, il y a des travaux du Conseil d'orientation des retraites qui montrent... Non mais, excusez-moi, vous ne pouvez pas intervenir longuement et me couper dès que je commence à intervenir, ce n'est pas possible. Bon, donc, il y a des travaux du Conseil d'orientation des retraites qui montrent que, globalement, à qualification égale, eh bien, les retraites du public et du privé sont similaires. Voilà, donc il n'y a pas d'inégalité. Mais c'est faux. Non, mais c'est faux. Bon, alors, parce que dans ces calculs, il y a les primes qui sont prises en considération, alors qu'elle n'a pas une cotisation dessus. Donc vous pouvez pas... Je parle à qualification égale. À qualification égale. Alors par contre, ce qui change entre les travailleurs du privé et du public, c'est qu'il faut savoir que dans le public, c'est moins inégalitaire que le privé. Donc par exemple, un cadre, dans le public, il gagne beaucoup moins que dans le privé, d'accord? Ce qui fait d'ailleurs que les services publics sont moins coûteux que le privé. Et donc, si vous voulez, les retraites du public sont moins inégalitaires, de ce point de vue-là, que les retraites du privé. Mais globalement, on arrive à quelque chose qui est similaire. Alors, je reviens quand même, si vous me permettez. Mais rapidement, parce que bien quand sûr. même, Macron, son régime de retraite par points individuels, on est dans la logique de ce qu'on appelle, c'est le soleil de l'assurance, c'est la neutralité actuarielle. C'est l'idée, comme il dit, c'est sa formule. Chaque point cotisé va donner le même nombre de droits. Mais ça pose plein de problèmes, ça pose des problèmes de qualification. Vous savez qu'un ouvrier, il a une espérance de vie plus faible qu'un cadre. Alors Macron prévoit qu'on va moduler selon la CSP. Mais c'est très difficile quand on change de poste. Les femmes. Oubliez les femmes. Non mais les femmes, si je puis me permettre. Moi, je voudrais vous parler d'un homme. Les femmes. Non mais les femmes. Je voudrais vous parler d'un parlementaire, là. Les femmes, elles ont une espérance de vie plus importante que celle des hommes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce système? Vous poserez la question à Emmanuel Macron. Les femmes vont toucher une retraite plus faible que celle que les hommes. Non, ça n'a pas de sens, cette retraite. Non, mais la seule solution oublions ce sujet précis. C'est d'aligner les modes de calcul du public sur ceux du privé. Par le haut ou par le bas? En attendant. Par le bas, comme toujours. C'est évident. Parce qu'Agnès Vardy-Molinier, vous dites qu'elles sont identiques et après vous dites que c'est par le bas. Agnès Vardy, moi je vais par le haut, il n'y a pas de problème. Ils sont formidables. C'est un vrai numéro du Duettis. En attendant, je vous demande de vous intéresser à la retraite des députés. C'est un des régimes spéciaux. Un parlementaire, les Républicains, Alain Chrétien, propose d'en finir précisément avec ce régime assez particulier. Et Thibault Nolte l'applaudit. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Tandis que les régimes de retraite sont au cœur de la campagne, un député veut supprimer le régime spécial des parlementaires. Alors faut-il réserver un traitement spécial à Alain Chrétien? Alain Chrétien est jeune député maire LR de Vesoul. Il a soutenu Bruno Le Maire aux primaires de droite et vient, comme son maître, de lâcher François Fillon pour légèreté de la parole donnée. Pour M. Chrétien, intégrité bien ordonnée commence par soi-même. Début octobre, Alain a publié un rapport sur les retraites. J'aime autant vous le dire tout de suite, c'est chiant. Annexé au projet de loi de finances 2017, son addendum demande l'exécution des régimes spéciaux, à commencer par le sien et celui de ses camarades de l'Assemblée et du Sénat, particulièrement spécial et juteux. Bien que déficitaire, financé par une ponction de 40 millions d'euros sur le budget de l'Assemblée nationale, la retraite des parlementaires est tabou. Nombre de députés ne ménagent aucun effort pour justifier leur super retraite que chaque mandat supplémentaire vient améliorer encore. Mais nous, on travaille dur, c'est pas humain tout ce qu'on travaille, on dort 15 à 20 minutes par nuit. Surtout, on doit lire des rapports chiants. Mais alors, chiants.
Passionné d'administration, Alain est diplômé en gestion des collectivités territoriales et s'est enflammé pour des histoires de plans d'occupation des sols. Bon, ça a l'air très chiant comme ça, et ça l'est. Il avoue sans détour que sa plus grande réalisation d'élu est la suppression du passage à niveau du centre-ville de Vesoul. Et le train de vie des parlementaires sifflera 3 fois. Un banc pour Alain Chrétien. Une dernière question, Thomas Legrand. Mathieu Plane, on ne va pas faire pleurer sur le régime de retraite des parlementaires, mais est-ce qu'il y a des régimes spéciaux, quand même, qui sont justifiés? Les marins, je ne sais pas, moi, les pensionnaires de l'Académie française. Les agriculteurs. Alors, la Comédie Française, paraît-il. Effectivement, il y en a beaucoup, des régimes spéciaux en France. Souvent, il y a des héritages historiques, il y en a qui justifient, d'autres moins. Effectivement, normalement, il y a un ménage à faire. Il y a sûrement quand même plus de lisibilité à avoir en fait dans le système parce qu'on empile quand même les différents régimes. Effectivement, il y a de plus en plus de carrières qui sont chahutées ou heurtées, qui passent du public au privé, indépendant. Et donc, effectivement, le système par points permet d'avoir ça. En même temps, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans la réforme Macron, la difficulté, elle n'est pas d'avoir un régime à la suédoise, c'est d'unifier les régimes. Donc il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a notre système actuel que c'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'on fait un système par points que ça devient facile. La question, c'est comment aujourd'hui on passe d'un système comme on a avec différents régimes à un système plus unifié. Avec une autre chose, c'est quand même sur le public, je veux dire, à part les régimes spéciaux. Un dernier mot. Aujourd'hui, il y a eu comme depuis 2003 un alignement des systèmes entre public et privé sur la durée de cotisation. Agnès Verdier-Molinier. Le débat est terminé. Agnès, le débat est terminé. La prochaine fois, dans le livre. Merci à tous les trois. Merci, elle continue, elle est merveilleuse. Merci à tous les trois. L'émission continue puisqu'on va retrouver messieurs Bauduit et De Quiver à propos du kilt, mythes et légendes associés à la virile jupette écossaise et de l'Eurovision 2017. Mais d'abord des intox. Ce soir, Donald Trump accuse Barack Obama d'avoir relâché des djihadistes. Accusation à tort. Élu président pour rendre à l'Amérique sa grandeur, Donald Trump fait tout pour montrer qu'il est meilleur que Barack Obama. Mardi 7 mars, c'est donc sur Twitter, à l'aide de son compte personnel et de celui de la Maison-Blanche, qu'il s'est emporté contre son prédécesseur. 122 méchants prisonniers relâchés de Guantanamo par l'administration d'Obama sont retournés sur le champ de bataille. Encore une décision terrible. Étrangement, le message de Donald Trump a été posté après la diffusion d'un reportage sur Fox News. La chaîne annonçait que Yassir Al-Silmi, un ancien détenu de Guantanamo libéré durant la présidence d'Obama, avait été tué lors d'un bombardement américain au Yémen. Elle indiquait aussi que 122 anciens détenus combattent à nouveau dans des groupes terroristes. Est-ce pour autant la preuve que Barack Obama a relâché 122 djihadistes dans la nature? Pas vraiment, car le reportage de Fox News ne précise pas quand ces personnes ont quitté la prison. Un rapport publié en septembre 2016 par le bureau du directeur du renseignement national indique bien que 122 anciens prisonniers se sont réengagés dans des activités terroristes, mais il détaille aussi que 113 ont été libérés sous l'administration de George W. Bush et seulement 9 durant la présidence d'Obama. Il est donc faux d'accuser Barack Obama pour l'ensemble de ces libérations puisqu'elles ont surtout eu lieu avant son arrivée au pouvoir. Donald Trump ferait mieux de lire les rapports qui traitent de ces sujets plutôt que de tweeter seulement ce qu'il voit à la télé. Et ben voilà. Merci des intox. Ce qu'il voit sur Fox News, surtout. Voilà. Bonsoir Xavier et Victor qui remplacent François cette semaine. François qui va bien, rassurez-vous, fan, idolâtre de François Saltiel. On commence avec vous Xavier Mauduit. Un chardon dans le pudding encore, zut alors. Alors, le gouvernement écossais qui est un petit peu comme ça émoustillé par ce qui s'est passé au Parlement britannique. Le Brexit a été avalisé par les parlementaires, donc le Parlement écossais se dit, pourquoi pas un référendum à nouveau sur l'indépendance écossaise. Oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous dites, nous allons revenir sur la relation tourmentée, non pas de l'Angleterre avec l'Écosse, mais de l'Écossais avec son kilt. Beaucoup de mythes et de mystifications dans cette histoire. Oui, partons en août 1822, quand le roi George IV, souverain du Royaume-Uni, se rend à Édimbourg, en Écosse. C'est une visite qui a été organisée par Walter Scott, vous savez, le célèbre écrivain écossais. Ça fait quand même près de 2 siècles qu'aucun roi d'Angleterre n'était venu ici. Mais alors surtout, ce qui surprend tout le monde, c'est que le roi, un tantinet faillot, porte un kilt, vous le voyez, là il porte un kilt. Le kilt, cette jolie jupette, voilà, le tartan, étoffe de laine avec des beaux carreaux. Non mais c'est vrai. Alors, bon, on le sait tous, chaque clan a ses couleurs propres. Et alors, gare à celui qui irait usurper les couleurs d'un autre clan. Eh bien, ça, c'est de la foutaise.
Alors, la grosse foutaise. Faut faire un petit retour en arrière pour comprendre. Effectivement, les Écossais portaient un vêtement particulier, mais sans code de couleur. Au milieu du XVIIIe siècle, les Anglais écrasent les Écossais qui s'étaient révoltés et ils en profitent pour interdire ce vêtement, vous voyez, pour pas exacerber le sentiment national. Mais les Écossais, eux, qui portaient ce kit, en vérité, ils s'en fichent complètement de le perdre. Ben non, parce que qui a envie de porter une jupette qui laisse les roubignoles non, il vaut mieux la porter autour du cou, voilà, comme vous, en cravate. Moi, c'est beaucoup plus sage. Non, ils s'en fichent complètement. En plus, vous voyez, ça fait genre pratique barbare, vieillot. En Écosse, on s'habille à la mode et la mode, elle vient de Londres. Mais à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, il y a un renouveau du sentiment national écossais. Et le romantisme a vraiment beaucoup à faire dans cette histoire, notamment grâce aux écrits de Walter Scott, l'enfant du pays. C'est alors que deux frères, des petits filous, les frères Allen, John et Charles, se disent qu'il y a un bon truc à faire. Ils publient un ouvrage sur l'histoire du tartan. Enfin, ils s'appuient sur des vieux textes sortis d'on ne sait où, des trucs complètement bizarres. Et ils arrivent à imposer l'idée que le tartan a une histoire séculaire. C'est un grand succès, mais c'est complètement du bidon. Ça date juste de là. En histoire, ce procédé porte un nom, ça s'appelle l'invention de la tradition. Faire croire qu'une tradition est très ancienne alors qu'elle a 15 jours à peine, quoi. Alors pour terminer, juste, vous vouliez les voir. Eh bien, les voici, des jupettes, des jupettes, des jupettes. Cet athlète en jupon qui lance le marteau n'a pas tout à fait la grâce de Brigitte Bardot, il faut en convenir. Jupe ou pas jupe, les Écossais n'en sont pas moins fiers de leur force. Ils vous lancent un tronc d'arbre comme vous le feriez d'un crayon. Si vous vous êtes parfois demandé ce que portent les Écossais sous leur jupe, voilà une belle occasion de le savoir. Alors, attention, vous vouliez les voir, attention, attention, ben non. Donc il y a un coup de vent providentiel. Zut, ou alors il faut revoir Braveheart avec Mel Gibson. Alors Victor en pantalon, Victor comme un clergyman, austère. Le 13 mai prochain, l'Eurovision va tenir 200 millions de téléspectateurs en haleine. Et c'est tellement kitsch, c'est tellement ringard que c'en est touchant. Et alors quel est le problème? C'est dans 2 mois, ça barde. La polémique fait rage. André Valigny, l'ancien secrétaire d'État chargé à la francophonie, s'est agacé hier sur Twitter que la France soit représentée par une chanson en anglais. Requiem, c'est le nom de la chanson d'Alma, notre espoir tricolore, a en effet été amendé d'un refrain en anglais ce week-end. Je vous propose d'écouter un petit bout de ce chef-d'œuvre. Oui, Xavier. Alors, il faut dire que les polémiques liées à la francophonie reviennent régulièrement, que ce soit l'année dernière lors de l'Euro 2016 où la chanson officielle était exclusivement en langue anglaise, ou lors des discussions sur les quotas obligatoires de chansons françaises à la radio. Dans ce débat, on trouve d'un côté les pragmatiques, dont pourrait faire partie notre héroïne nationale Alma. Ceux-là dénoncent la nostalgie d'un XVIIIe siècle où toute l'Europe parlait le français. Cela considère aussi que la langue est un véhicule pour accéder à la culture et que donc tout ce qui permet de simplifier cet accès, même l'anglais, est à encourager. Les autres, eux, pensent que quand on défend le français, c'est toutes les langues qu'on défend, l'anglais ne doit pas devenir l'unique langue mondiale. Alors la solution se trouve peut-être du côté de la Chine. La grande chanteuse Jane Zhang, bien sûr on ne connaît qu'elle, qu'elle a réussi le défi fou d'interpréter la chanson du film du 5e élément, chanson qualifiée par le compositeur Eric Serra d'impossible à chanter par un humain, tant il avait modifié les notes de manière électronique. Et bien c'est peut-être dans cette prestation que ça va nous donner des idées, puisque pour mettre tout le monde d'accord, il suffit sans doute d'éradiquer toutes les paroles de toutes les chansons. Merde. Moi j'aime le geste. Ok, merci mes amis. À suivre sur l'antenne une soirée théma Notre Europe, quelle histoire. À 10 jours du 60e anniversaire du texte fondateur, le traité de Rome. Et alors que rôdent les fossoyeurs, rêvent de liberté, rués vers l'abîme. Bref, une soirée européenne. Et nous quittons en musique avec Sébastien Tellier. Tiens, la lanterne rouge à l'Eurovision en 2008. En plus, il chantait en globish. Donc je n'ai qu'un mot à vous dire. À tomorrow, 20h05.